Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Perfect Actu de ce mercredi. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Nous sommes donc très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs en train de regarder cette émission qui s'articule autour de l'actualité. Et l'actualité est marquée par l'adresse à la nation du président de la République, sa dernière adresse pour son premier quinquennat. Le président a passé en revue ses différentes réalisations de l'année 2023. Il a aussi fait des projections pour les années à venir, s'il sera donc réélu à la prochaine élection présidentielle. Il a évoqué la situation de la presse qui se porte bien selon lui. Il a évoqué également les finances publiques qui se portent également à merveille selon le chef de l'État, le salaire des enseignants, la sécurité, l'état des sièges. Le président a évoqué tous ces sujets et nous allons devoir en parler dans cette émission. L'actualité, c'est aussi le drame de Malemba-Nkulu. Depuis le week-end dernier, il se passe des scènes incroyables dans ces territoires de la province Olomami où s'est éclaté un conflit interethnique, on va le dire comme ça. On a enregistré à peu près 4 morts selon le bilan provisoire. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, sur décision du président de la République, a donc instruit la gouverneure de cette province pour procéder aux enquêtes afin de mettre la main sur les commanditaires de ces actes criminels. L'actualité, c'est encore le cadre de concertation qui a mis autour d'une table lundi dernier les candidats présidents à l'élection présidentielle, Martin Fayulu, Félix Tshisekedi, Matata Ponyo. Pratiquement tous les candidats étaient présents, excepté Moïse Katumbi, qui s'était fait représenter par son secrétaire général, mais aussi le candidat président, Denis Mukwege, qui s'est fait aussi représenter. L'image qui a fait le tour du monde entre Martin Fayulu et Félix Tshisekedi continue encore de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Est-ce que Martin Fayulu roule désormais pour Félix Tshisekedi? Nous en parlons dans cette émission avec celui que nous appelons le PCA des Perfect Télévision, Yves Bouya, journaliste, analyste politique. Bienvenue, Yabou. Merci Hervé et Thomas. Tout un plaisir, tout un honneur de être présent à cette émission. Les rares des fois que mon téléphone sonne et quand je reçois votre invitation, je l'ai toujours fait à cœur joie de mettre de venir participer à l'émission, échanger et parler. Oui, il m'avait puis appris levé. Alors, comme on m'avait appelé vers les 16h30, je me suis dit non, comme c'est le Congo, pour la République, j'essaierai toujours et j'aime toujours être permanent. C'est la raison pour laquelle j'ai vite pris la route pour participer à l'émission. Très bien. Comment allez-vous? Oui, je vais. Non, écoutez, quand le Congo est très malade, moi, les matériels ne m'intéressent pas. M'intéressent peu d'ailleurs, parce que vous savez, sur cette terre, nous naissons nus et nous partons, soit repartons dans une petite caisse. Donc, parler matériel, parler villa, parler véhicule, parler vestimentaire, c'est bien. Mais des personnes imbibées d'un esprit pour le Congo, pour son pays, imbibées d'un esprit naturel, imbibées d'un esprit surnaturel, ne peut jamais se focaliser sur les matériels. Donc, une personne qui est imbibée d'un esprit qui est dans les surnaturels, vous parlez plus l'amour du prochain. Vous prêchez le patriotisme. Vous prêchez de ne jamais voler, de ne jamais détourner, d'éviter la haine, la jalousie, la calomnie. C'est ça les gens qui sont imbibés par l'amour des dieux. Et les personnes là aussi qui savent que quand on meurt, on est de nouveau dans l'au-delà. Il ne peut pas vous parler des matériels, des vestimentaires. Mais je vais aussi apporter mon soutien à une dame. Oui, qui a été journaliste que je connais pendant son parcours. Elle a presté pendant longtemps à la RTNC. Un moment, plusieurs émissions, différentes émissions à niveau de Radio Okapi. Installée en Belgique. Aujourd'hui, elle porte la candidature de la société civile. C'est Madame Joëlle Billet qui a été repêchée au niveau de la Cour constitutionnelle,
qui est numéro 25 sur la liste publiée par la CENI après repêchage. Mais je n'ai pas aimé la manière dont elle a été épinglée. Elle est entrée par la petite porte. Par Madame Ifoko, en disant d'elle qu'elle est entrée par la petite porte. Je pense que Madame Ifoko, qui a été par des reprises candidate président de la République en 2018 et en 2023, doit avoir au minimum un grand respect pour les institutions du pays. Surtout quand on aspire à des grandes, on est appelé à des grandes responsabilités au pays. Une dame comme Ifoko, qui n'a que son balai en main, qui n'apporte rien en termes d'idées, en termes de rénovation, par rapport à Madame Michel Billet, Joël Billet, qui vous parle aujourd'hui d'une république des valeurs, qu'il faut aujourd'hui rompre avec les antivaleurs. Mais je n'ai pas aimé, pendant les discussions des cas de concertation entre Séné et candidat président, épingler en mal une candidate, soit deux candidats qui ont été repêchés par la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, c'est pas que Madame Joël Billet est allée faire des courbettes, non. C'est après analyse, étude du dossier, ils ont compris que non, la CENI était dans l'erreur matérielle, et puis par après, la Cour constitutionnelle a remis Madame dans ses droits. Alors, que ces propos viennent de Madame Ifoko, qui n'a que son balai entre ses mains, qu'elle n'a jamais battu campagne en 2018, elle ne battra pas aussi pour campagne en 2023. Peut-être qu'il s'est limité au niveau de quelques membres de sa famille, cousins, tantes, nièces qui vont la voter, mais elle n'apporte rien. Donc moi je vais dire ici à Madame Ifoko qu'elle puisse avoir un grand respect pour les institutions parce qu'elle aspire, le fait qu'elle ait déposé sa candidature à la Majorité suprême, ça signifie qu'elle peut aussi succéder à Tshisekedi par un projet de société, elle aspire à des grandes responsabilités, qu'elle puisse avoir vraiment un profond respect pour les institutions de notre pays. Et puis quand on gratte les CV de Madame Joël Billet, c'est pas comparable à Madame Ifoko. Ah bon? C'est pas comparable. Madame Billet est sortie des entrailles de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est ce domaine aujourd'hui pour le Congo qui propose de l'emploi. Et même pas pour le Congo, même à l'intérieur du pays. Cette candidature, c'est pas une candidature portée par des politiques, un regroupement politique et société politique. C'est une candidature portée par la société civile qui a cotisé pour elle à hauteur de 70 000 $, et elle est allée déposer. Elle est pur fruit, produit, fabrique une société civile. À la différence de M. Anzulini, qui est lui membre d'un parti politique, mais par tricherie, il s'est fait passer comme pour candidat de la société civile. Très bien, on va évoluer. Donc, moi, ici, j'interpelle Madame Ifoko d'avoir un grand respect pour chaque candidat. Le fait que les gens aient souscrit et versé la somme de 70 000 $, c'est que certaines personnes ont des projets pour le Congo. Je pense qu'elle doit avoir des... Je la comprends. Elle était dans un firmament où elle avait reçu une révélation dans son église qu'elle serait la première femme, l'unique femme qui doit déposer sa candidature à la Majorité suprême pour les élections de 2023. Mais hélas, à la grande surprise, elle a vu Madame Joël Billet venir comme une étoile filante parmi les candidatures féminines et qui l'a complètement mis en difficulté. Donc Madame, non, c'est une information. Madame Ifoko doit se retenir, doit respecter chaque candidat, quoi qu'il représente, quoi qu'il soit, et en plus, au-delà de cela, elle doit avoir un grand respect pour les institutions du pays. Très bien, on va parler actualité. D'abord, la dernière adresse à la nation du président de la République. J'aimerais qu'on puisse commencer par là où il a évoqué notre profession, notre corporation. Le président a évoqué la situation de la presse en République démocratique du Congo et il s'en est félicité. On a gagné 4 places au classement des Reporters sans frontières. La presse est assez libre, la RTNC et la CP vivent mieux qu'avant. Quand vous avez entendu le président de la République se féliciter sur la situation de la presse, c'était quoi votre première réaction? Est-ce que le président reçoit un rapport biaisé sur la situation de la presse ou vous pensez qu'il est dans le vrai? Mais le président de la République, excusez-moi pour le thème, a reçu, soit il n'a pas été au courant des vraies réalités sur sa note concernant la presse. Déjà, quand lui-même, le président de la République, faisait son discours bilan devant les élus nationaux,
les députés nationaux. La RTNC avait un problème. Les sons, il n'y avait plus de sons à la RTNC. Problème technique. Non, mais là, le président de la République a dit que non, la RTNC avait atteint un niveau d'amélioration. Elle est bien équipée. Mais bien équipée. Mais le président de la République lui-même, là où il s'adressait devant les députés, il y a eu un problème de son à la RTNC qui a duré pendant 5 minutes au moins. Même 10 minutes. 10 minutes. Mais on nous a dit que la RTNC avait acquis des matériels neufs. Tout neuf, même pas neuf. Pour la francophonie. On apprend que ces matériels n'étaient pas achetés. C'est des matériels, d'après plusieurs sources, que la francophonie avait cédé à la RTNC après diffusion du 9e G, je pense, de la francophonie. Alors, quand le président de la République dit que la situation des médias au Congo, c'est une situation qui s'est améliorée. Je pense que ça a été... Non. Au classement des reporters sans frontières. Non, je pense que c'est encore un très mauvais rapport. Parce que si on devait en principe gagner 4 places, on n'allait pas voir les cas de Stani Boujakera et d'autres journalistes qui sont arrêtés au niveau dans l'Est de la République, de la République démocratique du Congo. Tu me parles des Mwanda qui en 4 jours en cachot, il y a un qui venait de mourir, un autre qui venait d'être libéré après que nous avons mené des démarches concernant la situation de Stani Boujakera. Il a été libéré. Est-ce que le président de la République connaît au moins comment est-ce que des gouverneurs, des conseillers provinciaux, comment est-ce qu'ils se comportent dans des provinces? Mais c'est des petits rois télé envers des journalistes. Ça, le président de la République le sait. Comment est-ce que ces gouverneurs, certains gouverneurs en province, martyrisent certains journalistes? Les cas en province, c'est alarmant, c'est grave. Aller en province. Comment est-ce que certains gouverneurs malmènent des journalistes en province? Ça, est-ce que cette note, on l'a fait parvenir au président de la République? On ne l'a pas fait parvenir au président de la République. Moi, nous sommes battus ici, avec également les présidents de la République, avec la loi dite Mouyaya. On a assisté aux états généraux de la presse. Moi, je regrette d'avoir mis mes pieds au niveau des centres Nganda. Je regrette d'avoir mangé un peu, des petits dîners avec les présidents de la République, avec certains membres de certains corps de la République. Et pourtant, les présidents se félicitent. Les présidents nous avaient... Non, mais nous, on avait milité. Non, on avait milité pour la dépénalisation de l'île de presse. C'était ça notre combat. C'est la raison pour laquelle moi, Bouya, j'étais allé aux États-Unis de la presse pour obtenir la dépénalisation de l'île de presse. Mais pourquoi est-ce qu'on nous a pas donné des dépénalisations? Vous savez, Hervé Thomas, c'est question de volonté pour obtenir cette dépénalisation de l'île de presse. Vous savez, Patrice Talon, je pense même en ça, Patrice Talon, le président béninois, son discours de campagne était la dépénalisation de l'île de presse. Mais quand il a rempli les élections, il a dépénalisé Patrice Talon. Mais nous avons une longueur d'avance, nous avons une expérience démocratique plus que les Gabons. Mais Patrice Talon vient, les Bénin. Patrice Talon vient, il promet et il dépénalise. Nous, on sommes allés au niveau de l'État général, aux États généraux de la presse. Le combat des gens, c'était ça. Mouya nous a même dit, allez, Mouya, venez, battons-nous pour que nous puissions dépénaliser. Mais qu'est-ce qui se passe? On nous prend une loi obsolète. Une loi qui n'existait pas. Une loi qui souffre d'applicabilité. Si la loi Mouyaya n'était pas obsolète, qu'est-ce que M. Stani Boujakera de Jeune Afrique fait encore en prison? Parce que quand vous lisez la loi dite Mouyaya, ça vous dit que les journalistes ont droit à tout accès à l'information publique. Il ne peut pas révéler ces sources d'information. Lisez l'article, je pense, 95, la loi dite Mouyaya. Mais c'est ça, ça rentre dans les cadres avec Stani Boujakera. Mais qu'est-ce qu'il fait en prison? C'est là où j'ai dit que la loi Mouyaya est une loi complètement obsolète et qu'on nous a floué en nous rendant au niveau, aux États-Unis de la presse, les combats pour lesquels moi, Bouya, j'y m'y étais rendu, je n'ai pas trouvé gain de grosses. Et quand le président de la République, notamment la dépression de la presse, quand le président de la République dit que la situation va nettement mieux par rapport aux années précédentes, moi je pense qu'on a fait au président de la République une très fausse note. J'ai suivi le président de la République nous dire également de préserver les acquis. Mais moi je me suis demandé. On a le choix entre répartir à zéro ou consolider. Mais oui, c'est quoi ces acquis que nous devons consolider du quinquennat du président de la République? Les détournements? Non, mais la kleptomanie? Non, le président fait savoir qu'on a actuellement une gestion très prudente. De quelle gestion? Mais quelle gestion? C'est chaque jour qu'on se réveille avec des détournements. Chaque jour.
On se grève des détournements. C'est quoi ces acquis qu'on doit préserver du quinquennat du président de la République, du quinquennat de l'Union sacrée? C'est quoi ces acquis? RAM, 100 jours, tu les gelous, francophonie, détournement, dossier, j'ai caminé avec les PCA 10 millions de dollars. C'est ça qu'on doit retenir pendant ces quinquennats. C'est ça qu'on appelle acquis. Pour consolider l'État, non, ce n'est pas des acquis. L'insécurité dans l'Est. Pourtant, le président de la République nous avait dit, il va considérer son mandat d'un échec, comme un échec, si et seulement si la paix ne revenait pas dans la partie Est. Mais là, comme on dit en Europe, là. Pourquoi est-ce que la paix est rétablie à l'Est du pays? Pourquoi ne voyez-vous la paix les côtés sombres? C'est pas les côtés, c'est des faits. Il y a aussi des acquis, notamment les salaires des enseignants. Le président en a parlé. Mais vous avez vu, l'enseignant qui gagnait... Oui, je suis d'accord. 117 000 francs, aujourd'hui, mais c'est passé à 500. Mais vous avez vu les captures d'écran des enseignants dans les réseaux sociaux. Les enseignants du président de la République, ces chiffres nous n'ont jamais touché ces 514 000 francs. Non, les fonctionnaires. Les fonctionnaires. Tout en as confondu. Alors, qu'on nous dise là, c'est quoi ces acquis? La gratuité de la maternité, la gratuité de l'enseignement. Où sont la gratuité de l'enseignement? Je puis être à 50% d'accord parce que nous sommes au niveau de l'effectivité, on est d'accord. Mais la qualité pose problème. Il y a des effets induits liés à la gratuité. Notamment, il n'y a plus, lui-même le président de la République l'a dit, on a quitté après le lancement la gratuité de l'enseignement, des 2 millions d'élèves qui ont repris, des millions à 5 millions d'élèves qui ont repris les bancs de l'école. On dit bravo. Ça a permis peut-être à quelques parents d'économiser. On dit bravo. Mais maintenant, la qualité. Ces personnes qui ont lancé la gratuité de l'enseignement, est-ce que ces enfants, les enfants de ces autorités, étudient-ils dans ces écoles-là? Gratuité de la maternité, c'est où? Dans quels hôpitaux? Dans tous les hôpitaux publics. Il y a des hôpitaux qui refoulent les gens ici, qui se disent, mais il devait avoir un montant forfaitaire qui devait être débloqué, défalqué dans chaque hôpital où la maternité, la gratuité, certains hôpitaux qui ont souscrit à la maternité de la gratuité. Mais ces hôpitaux-là, jusqu'à n'ont pas reçu des moyens. Et comment est-ce qu'ils peuvent prendre en charge les femmes qui mettent au monde? Ça pose problème. Alors, qu'on nous dise ici qu'on retienne quels acquis pour consolider l'avancement du pays. Qu'on dise quoi encore ici? L'état des droits. Moi, ça me dépasse. Les combats de l'UDPS, du président de la République, ce n'était pas la gratuité de l'enseignement. Pour que la gratuité de l'enseignement devienne aujourd'hui un leitmotiv pour justifier un bilan qui n'existait pas. Les combats de l'UDPS, c'était l'état des droits et le peuple d'abord. Alors, pendant les quinquennats du président de la République, pour qu'on retienne comme acquis de ce qu'il a réalisé en termes de son mandat, est-ce que nous, là, l'état des droits, on peut comprendre que c'est un acquis? S'il fallait faire allusion à la justice, ce n'est pas un acquis. Parce que le président de la République lui-même a remis en cause la magistrature. Il a condamné l'appareil judiciaire. Ça signifie que l'état des droits n'est qu'un slogan creux et vide. Parce que lui-même, le président de la République reconnaît, il a plusieurs fois dénoncé la manière dont certains magistrats verraient opérer. Ça, on peut retenir ça comme acquis pour consolider l'avancement d'un État? Je ne pense pas. Alors, on nous en parle ici de l'état des droits. Non, le peuple est d'accord. Le peuple d'abord. Oui, le peuple d'abord. Est-ce que pendant les quinquennats du président de la République, le mot peuple d'abord a été au rendez-vous? Non. Le peuple d'abord, c'est quoi? Le peuple doit manger. Le peuple doit se vêtir. Le peuple doit vivre dans de très meilleures conditions. La desserte en eau, électricité. C'est aussi les soins médicaux. C'est aussi la rémunération, les salaires. Est-ce que ces conditions ont été réunies pour qu'on puisse parler des acquis qu'on puisse consolider pour l'avancement de l'état des droits, pour l'avancement de la République? Je ne pense pas. Ce qu'on peut consolider, ce qu'on peut constater dans les quinquennats du président de la République, c'est qu'on a vu une République où chaque jour, on nous parlait que détournement sur détournement. 100 jours. RAM, Tchilegelou, route, je crois, Kalamambouji, Soki, Moujimaï, détournement.
On nous parle ici de quoi encore? Qu'il zéro tout. Détournement. Même programme 145 territoires. Il y a des fortes surfacturations. Mais comment expliquez-vous le contraste? Ce qu'on peut retenir de ces acquis pendant les guerres du Tshisekedi, c'est que les gens ont détourné l'argent du pays. Les gens ont détourné. Justement, c'est ça la grande question. Comment expliquez-vous ces contrastes entre plusieurs révélations de détournements avancés par l'IGF et cette gestion orthodoxe vantée dans les discours du président de la République? Moi, je dis à M. Alinguete ici, j'ai toujours été contre lui. Par contre, dur, quand je suis été dur. Bon, pour finir, pour conclusion, donc pour moi, en grosso modo, les discours du président de la République, les discours bilan du président de la République devant les élus nationaux, pour moi, excusez-moi, c'était une réunion de l'Union sacrée. Une réunion de l'Union sacrée. Un folklore. Où vous voyez les gens du chant d'applaudir, de louer, de faire des éloges au président de la République. Mais pourtant, la réalité sur le terrain, c'est pas ça. La paix dans l'Est, les vécus continus de la population, l'insécurité, les détournements, il n'y a aucun acquis à préserver pour consolider un État qui doit avancer. Je vous ai parlé ici du détournement qui est aujourd'hui une recette du régime. Revenez sur ma question. Alors, pour moi, ce contraste où vous parlez de la gestion orthodoxe des finances publiques et en entre-temps, plusieurs révélations faites par Alinguete, de détournement, mais qui ne trouve pas gain de cause. Moi, Yves Bouya, j'ai toujours été dur envers Alinguete, mais j'ai pu lui faire une recommandation, une suggestion, de démissionner. Alinguete doit démissionner. Parce qu'on ne l'aide pas. Son travail est foulé au pied. C'est foulé au pied. C'est foulé au pied. Tout ce qu'il fait comme dénonciation, mal ou bien, il fait comme rapport. Mais qui sont ces personnes-là? Ces personnes-là font quoi? C'est des personnes qui vont migrer à l'oreille du président de la République. Alinguete exagère, Alinguete faut l'onglayer, Assali Bassali Boui. Comment on peut te donner un poste de gendarme? Des finances publiques. Tu fais des rapports, tu émets des rapports. Des détournements de fonds en comble. À la présidence, à l'Assemblée nationale, dans l'administration publique. Et que personne n'est puni. Et c'est par lui-même Alinguete au contraire qu'il va encore activer la justice. Mais c'est grave. J'ai vu comment est-ce que ici les mandataires des entreprises publiques, on les a mis la patrouille financière ici. J'ai été contre Alinguete sur ça. Je suis contre lui, mais pour ça j'ai été dur envers Alinguete, mais pour ça je suis avec lui. On met des mandataires publics dans les entreprises publiques, la patrouille financière, pour contrôler les sorties des fonds illégales. Mais il y a des mandataires publics, avec les soutiens de certains politiciens, qui vont, d'après plusieurs sources, murmurer à l'oreille du président de la République qu'on va en campagne, comme nous allons en campagne, on doit se trouver de l'argent pour mener dans la campagne, on n'a pas d'argent, il faut faire sauter les verrous. Ce sont les inspecteurs financiers qui font la patrouille financière dans les entreprises publiques, dans les ministères, pour qu'ils puissent partir, pour qu'on puisse voler. Ça, c'est une république. Moi, Alinguete, je demande, ce n'est pas une obligation. Qui démissionne. Je suggère à M. Alinguete de démissionner. Exactement. De laisser l'IGF. Parce que tout ce qu'il abat, tout ce qu'il fait comme service, c'est foulé au pied. D'ailleurs, par contre, je ne prêche pas Alinguete. Les informations que je reçois, moi, je construis ma position sur Alinguete. C'est d'ailleurs aujourd'hui, c'est la personne la plus menacée du système, du régime. Oui. Et pourquoi? Mais oui, mais quand il va et dit on détourne, ici on vole, on vient ici, dans l'entourage du président de la République, il y a eu des détournements. Mais les gens qui dénoncent à la présidence, dans l'entourage du président de la République, dans l'administration publique, dans le gouvernement, que ces 10% du régime, ils ne les supportent pas. Ils ne les supportent pas. Ils ne les supportent pas. C'est pour ça que j'ai dit à Alinguete, monsieur, on appelle monsieur l'IGF. Monsieur l'inspecteur général de l'IGF, monsieur l'inspecteur en chef de l'IGF, si vous m'écoutez, démissionnez. Parce que votre travail est foulé au pied, ce n'est pas respecté. Tous ces rapports qu'on fait, chaque jour on se réveille, on est à l'IGF avec un mandat public, avec une audience publique, mais les gens volent, les gens détournent. À quoi sert le travail de l'IGF? À quoi sert le travail de Alinguete? Alinguete lui-même de se remettre en cause pour dire que peut-être je dois laisser ce métier. Moi, ce que je vais demander à Alinguete, je ne suis pas contre son travail. Je respecte son travail. J'admire son travail. Je suis dur envers lui. Mais à un moment, j'ai des fois pitié de lui. Moi, j'ai pitié de l'inspecteur Alinguete. Donc, pour moi,
comme son travail est foulé aux pieds, sur base des rapports qu'il fait, les détournements dans l'appareil judiciaire, dans l'administration, dans les gouvernements, à la présidence, dans les activités publiques, et que celles-là ne sont pas prises en considération par d'abord la justice qui doit l'appuyer, à quoi sert bon rester là? Pour sa grandeur, pour son honneur, moi je pense que M. Alinguete, pour servir la République autrement, déjà qu'il s'est fait trop d'ennemis, moi à sa place, je vais démissionner et je lui demande de démissionner parce que son travail n'est pas respecté. Il est même combattu, même dans l'entourage du président de la République, dans le gouvernement, dans l'appareil judiciaire, comme c'est foulé au pied. Au lieu qu'il puisse s'exposer comme ça, il n'a qu'à démissionner. Est-ce la justice qui est passive pour agir dans les différents rapports qu'elle reçoit de l'inspection générale des finances, ou c'est Jules Alinguete et ses services qui n'établissent peut-être pas des rapports fiables? Moi, je ne sais pas. Quand un rapport fiable ou pas, je ne sais pas. On a l'IGF, on a la Cour des comptes. Mais déjà qu'il y a un fait de détournement, on nous dit ici, en droit, les ministères publics, c'est les maîtres de l'action publique. La justice doit s'en saisir d'office. Quand l'IGF émet un rapport de détournement, en bien ou en mal, je ne sais pas, autant que la Cour des comptes, d'abord, la justice doit se saisir du dossier, enquêter, pour dire à la fin, M. Alinguete, vous avez eu tort. Monsieur, oui, vous étiez inculpé dans ces rapports de l'IGF, de la Cour des comptes, vous êtes détourné. Monsieur, on vous poursuit pour détournement. Mais quand ces personnes, dont les noms se retrouvent dans différents rapports, que ce soit le rapport de l'IGF, que ce soit le rapport de la Cour des comptes, mais c'est des personnes qui sont disculpées. Ils vont à la justice, ils payent des juges, ils payent des magistrats véreux, et puis ils s'en sortent. C'est là les présidents de la République, j'ai dit, que qu'est-ce qu'on peut retenir comme acquis de son quinquennat à la tête du pays? Les détournements, les vols, les clientélismes, le népotisme, ou quoi? Ça c'est pas des acquis, ça. Donc le président a eu tort de vanter la gestion orthodoxe des finances publiques. Non, le président de la République, aussi longtemps qu'il y aura toujours des puissants dans la justice, aussi longtemps qu'il y aura toujours des juges véreux, des magistrats véreux, des procureurs véreux, des conseillers véreux, des détourneurs, et que la justice ne fait pas son travail, la justice n'est pas indépendante, ça ne sert à rien de nous balancer l'IGF, ça ne sert à rien de nous balancer la Cour des comptes, ça ne sert absolument à rien. Parce que quand une personne est inquiète dans un rapport de détournement et qu'il corrompt la justice, ça sert à quoi d'attendre, de s'y attendre d'un travail fait par la l'IGF, fait par la Cour des comptes, aussi que ces détourneurs sont protégés par la justice? Ça ne sert à rien. C'est là où je dis, moi, je suggère à M. Alinguete, dès qu'il joue d'une ordonnance présidentielle, à la limite, je considère, malgré tous les sacrifices qu'il fait, et que, moi, à mon niveau, je pense que son travail est foulé pour bafoué, pas pris en considération par la justice, des fois c'est lui qui active la justice, et aussi au niveau de la Cour des comptes, moi, comme Alinguete juge d'une ordonnance présidentielle, pour se faire respecter, et que son travail n'est pas respecté, et que c'est crée même d'ennui dans les régimes. Pour moi, je suggère à M. Alinguete de démissionner. Très bien. Il me rappelle Matata Pogno qui avait déclaré, en quittant la primature, qu'il avait nagé dans des eaux infestées de crocodiles. Mais oui, moi je ne sais pas. Moi, Alinguete, je ne sais pas. Il nage dans des eaux infestées de crocodiles. Moi, je comprends que les ennemis d'Alinguete ne sont pas les opposants. Les ennemis d'Alinguete, ce n'est pas Fayoulou. Exactement. Ce n'est pas Katumbi. C'est ceux qui gèrent. Ce n'est pas Matata. C'est pas Mouzito. C'est ceux qui gèrent les finances publiques. Et qui gère les finances publiques aujourd'hui? C'est les têtes couronnées de la République. Des têtes couronnées de la République. Qui gèrent les finances publiques. Des patrons, des grands messieurs. Tous ceux qui pillent la République. Et pour la plupart, vous dites, je suis ami du président de la République. Je suis ami à Denis Yakero. Je suis ami à Maman Marthe. Je suis ami à Kabouya. Je ne le dis pas. Parce qu'il va bénéficier d'un parapluie. Mais quand on émet un rapport de détournement sur eux, c'est déjà qu'on protège. C'est là où je dis, à quoi sert de nous laisser à l'IGF et la Cour des comptes quand ça fait son travail et que son travail est flotté au pied. Les jobs, les travaux de l'IGF et de la Cour des comptes sont foulés au pied. Ça ne sert à rien. C'est là où je dis à Alinguete, quand ça ne marche pas, monsieur l'inspecteur,
Je vous vois comment vous vous sacrifiez. La moindre chose, c'est de démissionner. Très bien, allez, on va parler élections et politique. La CENI a convoqué un cadre de concertation. Ça continue d'ailleurs. Lundi, c'était avec les candidats présidents. Hier, mardi, c'était avec les représentants des partis politiques et aujourd'hui avec la société civile. En ce qui concerne la journée de lundi, on a vu pratiquement tous les candidats, je crois 24 sur 26 ont répondu présents. Moïse, qu'est-ce que j'ai dit? Martin Fayoul qui a eu une poignée de main chaude avec le président de la République. Un événement ou une image qu'on n'avait jamais vue depuis 2018. Et ça a fait le tour du monde, le tour des réseaux sociaux. Mais il y a quand même des interprétations qui sont faites ça et là. Pour certains, Martin Fayoulou roule désormais pour le président de la République et pour d'autres, Martin Fayoulou a fait preuve de grandeur d'esprit. Il n'est pas ennemi au président de la République. Voilà pourquoi il a décidé de lui serrer la main. Alors vous, comme expert en communication, sur le plan purement communicationnel, comment vous avez analysé cette image? J'analyse votre question sur des volets. Les premiers volets est que j'ai pratiqué Martin Fayoulou Madidi et je les pratique jusqu'à présent. Nullement, quand j'ai des échanges, les rares des fois que j'ai des échanges avec Martin Fayoulou, il ne m'a jamais dit que Félix était son ennemi. C'était un combat, c'est un combat qu'il mène dans l'adversité pour le Congo. Il ne m'a jamais dit que Félix c'est son ennemi. Non, il ne me l'a jamais dit. D'ailleurs, Fayoulou, dans ses émissions, dans ses tweets, dans des publications, et puis comme les papes étaient arrivés ici, il avait fait un tweet en disant qu'il a pardonné à tout le monde. À toutes les personnes qui lui ont fait du mal, exactement. À toutes les personnes qui ont volé sa victoire, il a pardonné. C'est pas un revanchard, Fayoulou. C'est ça, c'est sur les faits. J'ai pas de la personne que j'ai pratiquée. C'est pas un revanchard, c'est pas une personne, c'est une personne de compromis, c'est pas quelqu'un de rancunier. C'est comme ça, Martin. Il parle, il peut avoir une position, une voix dissonante avec vous, mais par après, il avance. C'est l'image qu'il a donnée quand il s'est rencontré avec Tshisekedi. Ils se sont vus, ils ont parlé, ils ont discuté. Bien que chacun puisse discuter, interpréter à sa façon. Donc, Fayoulou Tshisekedi. Mais c'est deux enfants d'une même maison. Moi, je me rappelle, dans l'opposition, quand on couvrait certains acteurs de l'opposition, ils étaient souvent ensemble. Martin avait accès facile à la maison de Papa Tshisekedi. Les gars, des fois, je couvrais les reportages, les reportages, les comptes rendus de l'opposition. Les présidents de la République, alors opposants, avaient un grand respect, un grand estime pour Martin Fayoulou. Il l'appelle d'ailleurs vieux. Si vous ne le savez pas. Ah, vieux. C'est pas un respect que les présidents de la République les faisaient. Et quand le président de la République a vu Fayoulou, quand il a salué Fayoulou, il a dit Martin. Le président de la République s'est souvenu de beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle vous voyez quand Martin Fayoulou donnait sa douche froide à Kadima, le président de la République rigolait. Parce que le président de la République s'est retrouvé avec la personne avec qui il menait les mêmes combats. Il a vu, il a senti ça. Il a ressenti les combats qu'il menait avec Fayoulou, avec l'UDPS, avec toutes les forces de l'opposition. Malheureusement, le président de la République n'est plus opposant. C'est un peu ça. C'est là que j'analyse les choses. Donc, Tshisekedi et Fayoulou, c'est deux enfants d'une même maison. Qu'on ne vous trompe pas. Donc, détrompez-vous. Détrompez-vous. Ils ont des amis communs que je connais. Tshisekedi, le président de la République et Fayoulou ont des amis communs. Des amis communs, comme ça. Depuis l'Imété. Depuis l'Imété. Sans qu'on ne vous trompe pas. C'est une relation qu'ils ont bien préservée, bien que la politique leur avait divisé. Mais ils n'ont jamais été des ennemis. C'était l'adversité politique. Les deux ne partageaient pas une même vision du Congo. On les a vus saluer. Première apparition publique, après 5 années, que ce soit salué. Pour moi, j'ai dit, ouf, c'est quand même bon. Moi, j'ai pu dire que c'est le Congo qui avance. C'est notre image du Congo. Tout comme j'ai pu dire non. Pourquoi? Quand le président de la République va dans une activité, il a un service de protocole qui fait un travail à l'avant-veille. Ça, j'analyse. Je ne vais pas, je ne confirme pas. J'analyse. Ne me dites pas que quand la CENI a convoqué ce cas de concertation des candidats et que les protocoles du président de la République, les protocoles d'État n'y avaient pas travaillé en amont, en aval. Ça avait travaillé. Partout où va le président de la République,
il a un chargé des protocoles. Un service des protocoles, on appelle les protocoles d'État. On ne peut pas mettre sur une table le président de la République. J'ai analysé ce dossier sur 2 volets. Le président de la République et son opposant farouche. Son opposant farouche et surtout s'il est indisposé. C'est ça l'analyse. On ne peut pas mettre sur une même table le président de la République avec un opposant farouche et surtout si cet opposant farouche-là l'indisposé. J'imagine que Tshisekedi est arrivé, il prend sa place, à ses côtés, je vois Katumbi, à l'autre côté, je vois Diongo. J'imagine Tshisekedi est arrivé, l'autre côté, Mukwege, l'autre côté, Matata. Ce sont des ennemis. Mais c'est des gens qui peuvent indisposer les présidents de la République. Tu comprends? Et là, les protocoles d'État travaillent. Si moi, par exemple, je dois me déplacer, Bouya, j'ai mon assistant qui me dit, mes vieux, Koyana Nouté, situation amoureuse, Batama. La place dérange un peu. La place dérange. Non, Batamat. Alors, les protocoles d'État, j'ai pu dire. Puis aussi poser la question au président de la République. Monsieur le Président, voilà votre programme. Demain matin, 9h, vous serez au cadre de concertation, CENI candidat président, vous serez aux côtés d'eux, C'est sûr que ça avait été dit au président de la République qu'il sera aux côtés de Fayoulou et de Noël Tchani Mouadianvita. Il semblerait que les candidats ont été placés en fonction de leur numéro sur la liste de la CENI. Non. Moi, je vous dis, quand la personne, l'institution président de la République, quand ça se déplace, il y a un travail qui s'est fait en amont. Non, mais là, à l'avant-veille. Moi, je parle de numéro. Là, il est parti comme candidat. Non, il est président de la République. Il n'est pas parti comme candidat. Il est parti comme président de la République. Tous les services, mon cher, tous les services opèrent. Quand il y a eu... Bon, il est parti comme candidat. Mais pourquoi l'hôtel Hilton avait été encadré? Parce qu'il y avait le président qui arrivait. Il n'était pas parti comme candidat, comme Constant Moutama, comme Fayoulou, comme Mukwege, comme Matata, comme Matata. Non. Comme ça, non. Donc vous pensez que c'était quelque chose qui était non, c'est une institution. Bien qu'il ait remis en cause son mandat, il est encore président de la République. Toi, tu ne l'es pas dit comme candidat. Mais quand le président de la République est allé à l'hôtel Hilton, c'est quoi, il a été cadré? Pourquoi? Parce qu'il y a l'institution président de la République dedans. Il y a l'institution président de la République. C'est l'intelligence. C'est là où je vous dis. Quand le président de la République se déplace, il y a les services du protocole d'État qui travaillent. Là où il va dormir, qui il va saluer, qui il va rencontrer, son cortège, il prendra langue avec qui? C'est tout un programme. Vous voulez me dire que quand le président de la République, avant de venir à l'hôtel Hilton, il ne savait pas qu'il allait se mettre aux côtés de Fayoulou? Mais il est candidat numéro 20. Non, numéro 21, écoutez. Et ils ont été placés. Je t'ai dit, est-ce que le président de la République, quand il vient à l'hôtel Hilton, il le savait. Il ne savait pas qu'il serait à côté de Fayoulou. Il ne savait pas qu'il serait à côté de Noël Tchani. C'est la première personne la mieux informée au monde. Ses déplacements, avant qu'il fasse tout déplacement, il a toutes les informations. C'est le meilleur des Congolais les plus informés. C'est là où je vous ai dit ici, les protocoles d'État peut, à la limite, faire son travail en amont. Mais je n'exclus pas. Tout de même, je salue. Les gens ont dit ici que Fayoulou, au début, il faut analyser ça. Au début, quand ils sont salués, la réaction de l'opinion était anti-Fayoulou. À l'idée où l'opposant historique à Tshisekedi fils a fait des courbettes. Mais moi, je ne pense pas que c'est une courbette. Mais j'ai vu comment il s'est rattrapé sur sa douche froide à Denis Kadima. Qu'il a dit à Denis Kadima, sur le plan technique concernant les élections. Bourrage d'urne, bureau de vote fictif, 2 bureaux de vote, nombre d'enrôlés élevé. Audit du fichier électoral, ça pose problème. Ça, j'ai aimé sa technicité. Mais le reste, au-delà de tout, au-delà de mon analyse, j'ai compris que c'est 2 fils d'une même maison qui se sont rencontrés, qui ont parlé. Certains pourraient dire que Fayoulou est avec Tshisekedi. Je leur concède ça. C'est leur choix le plus normal. Certains peuvent dire que Fayoulou est utilisé pour aujourd'hui mettre Katumbi, Mukwege en difficulté par le régime. Je leur concède ça. Certains peuvent dire que Fayoulou aurait été réconcilié, soit par Bemba, soit par Mama Marc, soit ceux qui pensent et Sambo. Je ne confirme pas. Je le dis comme certaines personnes le disent. Est-ce qu'il demeure encore cet opposant farouche? Je ne sais pas, je leur concède ça. À l'endroit de Félix Tshisekedi? Non.
Fayoulou est plus d'opposants farouches à l'endroit de Tshisekedi. Pensez-vous que Non, cette non, rencontre, non, 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 non. Fayoulou, c'est un peu non. Ça, l'intensité du combat. Ça mis Fayoulou un peu en difficulté face à Tshisekedi. Ça l'a vraiment, sur le plan psychologique, ça joue fortement. Ça joue fortement. Cette discussion-là, c'est une forte discussion entre les deux. Ils peuvent se raviver. Sur le plan psychologique, ça peut un peu jouer sur Martin. Sur le plan psychologique, ça peut un peu jouer sur Martin. Mais, en termes de menaces, il est populaire. Il est fort, il est populaire. J'ai vu ce dessin des populaires. Mais, je comprends que ce n'est pas ces Fayoulou qui représentent un danger pour le régime de Tshisekedi. il ne l'est plus. Non, 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 non. C'est pas ces... Moi, je suis honnête, je suis objectif. C'est pas ces Fayoulou qui représentent un danger pour le régime de Tshisekedi. Ça l'était hier. Où il fallait les brimer, il fallait les faire. Mais en termes de danger, c'est pas ces Fayoulou. Déjà, lui-même, le président de la République l'avait dit quand elle a déposé sa candidature au niveau de la CENI. Il n'a pas fait allusion à Fayoulou. Ça dit beaucoup en politique. Le président de la République va déposer sa candidature. Il y a un opposant qui lui tient tête, un opposant historique opposant son régime. Mais le président de la République, quand il va déposer sa candidature, il ne fait pas allusion à l'opposant historique. Il fait allusion à deux personnes. À Mukwege et à Katumbi. En n'incitant pas Fayoulou, ce n'est pas une menace pour lui. Très bien. Parce que le président de la République n'a même pas fait allusion à lui. Le président de la République lui-même déjà a épinglé ses adversaires politiques. Parce que lui m'avait dit que la bataille sera rude. Il a épinglé Mukwege en disant que le Congo c'est pas un corps humain qu'il faut réparer. Il a fait allusion à Katumbi avec la SNCC. Tu vois un peu. Mais il n'a pas fait allusion de manière directe à Fayoulou. C'est une analyse. Ça signifie que ce n'est pas une menace pour lui. Et puis, il faut se comprendre ça. La manière dont Fayoulou est adulé par l'union sacrée. C'est encore notre message qu'il faut décoder sur le plan communicationnel. Nous avons plusieurs candidats présidents de l'opposition. Il y a deux candidats présidents de l'opposition que le pouvoir ne supporte pas. Que les communicants de l'union sacrée ne supportent pas. C'est Mukwege et Katumbi. Mais par contre, qu'est-ce qu'il fait le pouvoir? Le pouvoir adule Fayoulou. Moi, je ne comprends pas ça. C'est là où je dis que c'est plus une... L'union sacrée affaiblit Fayoulou. Un rapprochement est-il en gestation entre... Je vous dis, cette rencontre-là peut affaiblir psychologiquement Martin. Très bien. Tu comprends? Donc, le pouvoir adule. Pour eux, quand tu vois les discours du pouvoir, comme Katumbi, Mukwege, sont pour eux des parjures, hein, des ennemis, pour eux, des menaces, épinglées par les pouvoirs de Tshisekedi. La personne qui aujourd'hui mettra à mal les dions, c'est Fayoulou. Et c'est la raison pour laquelle, comme Mukwege, Katumbi est une menace au pouvoir, Fayoulou serait cette pièce puzzle, et cette pièce puzzle qui va diviser, qui mettra en mal les couples Katumbi, Mukwege, que l'union serait que les régimes portent déjà. Très bien. La raison pour laquelle quand Fayoulou et Katumbi et Félix se sont rencontrés, il y a eu une forte communication de la Talibanie en disant que c'est le Congo qui gagne. Bien qu'ils ont aussi raison, c'est une autre image. Donc Katumbi et Fayoulou et cette pièce et ces candidats qui jouent au troisième langue, à la division. Au niveau de l'opposition. Au niveau de quand je dis à la division, à la séparation. En fait, c'est ces candidats qui divisent la poire en deux. Entre Katumbi et Mukwege. Maintenant, c'est lui le mal nécessaire. C'est ce mal nécessaire-là qui est adulé par l'union sacrée. En étant adulé par l'union sacrée, Katumbi, ça les met, Fayoulou, ça les met directement en difficulté à l'idée où il est candidat porté par Tshisekedi, par l'union sacrée, bien peut-être qu'il ne le soit pas. Très bien. On va terminer l'émission en évoquant ce qui se passe au niveau des Malembankou. Donc, je pense que c'est pas ça. Alors, j'ai reçu beaucoup trop d'appels concernant... oui, même moi, j'étais inquiété, j'étais un peu perdu quand j'ai vu Mano Simba présenter les programmes de M. Katumbi.
J'étais complètement perdu. Quand j'ai vu un vaste programme chiffré à hauteur de 141 milliards de dollars sur un programme quinquennal, c'est bien. Mais moi, j'avais voulu que Katumbi présente ça. Parce que c'est son programme. C'était ça mon objectif, c'est ça mon idée. Parce que c'est son programme à lui. C'est supposé qu'il a, que lui-même a pondu ce programme. Mais quand j'ai enquêté comme journaliste, je comprends, j'ai dit, mais pourquoi ça n'a pas été là? J'ai appelé vraiment... J'ai fait une enquête dans l'entourage pour comprendre c'était quoi, en fait, les problèmes. L'entourage de Katumbi me dit ceci, que Katumbi lui-même ne voulait pas que la présentation de son programme s'efface ce lundi, le lundi 13. Il voulait que ça soit postposé au mercredi à la limite. Parce que il avait un rendez-vous important au niveau de l'Afrique du Sud avec ses partenaires. Des partenaires pour sa campagne. C'est très normal. Tout candidat président de la République qui veut aller aux élections, il a des partenaires qui misent sur lui. C'est comme un cheval. Il est partant ou non partant. Alors, ces jours de rendez-vous étaient fixés à la même date, le 13. Il lui dit, on postpose. Son équipe lui dit, non, on ne peut pas postposer parce que si on présente, après, les jours, le lendemain qui suivra, on doit complètement nous mettre en campagne. Et nous sommes dans une démocratie représentative. Ce n'est pas dit qu'il faut qu'il soit là. Au niveau de la CNV, les cadres de concertation, il s'est fait représenter. Il s'est fait représenter. Donc, comme nous sommes dans une démocratie représentative, il s'est fait représenter. Comme celui qui va porter les projets, je pense qu'il doit l'exécuter ça. Mais il a été en Afrique du Sud, dans une grande réunion, avec ses partenaires. C'était un rendez-vous, une émission, un rendez-vous calé avec ses partenaires, pas n'importe lesquels, qui devraient discuter de sa candidature, autour de sa candidature, financement, réseau, lobby et programme et comment entamer cette campagne. C'est l'info que j'ai pris de nos Congolais. Merci. Comme journaliste, j'ai pris cette information que j'ai dans l'opinion parce que moi-même j'ai été tourmenté par ça, mais comme journaliste, j'ai fait ce travail-là pour informer l'opinion. On a terminé l'émission. Malemba Nkulu, je suis de cœur envers nos frères Kassaïens. Je ne peux jamais accepter ce qui se passe à Malemba Nkulu. Kassaïens, Katangé, Nekongo, Bandundois, nous sommes tous des Congolais. Exactement. Ce qui se passe à Malemba Nkulu, je condamne ça. D'où que ça vient, il faut connaître cette violence. Je suis heureux de voir la dame qu'on croyait morte, mais je l'ai vue dans les réseaux sociaux, elle est complètement souriante. Elle est vivante. Vraiment, je suis très content et je présente mes excuses aux familles éplorées, à toute personne ayant perdu un membre de sa famille dans cette triste tragédie. Je leur présente mes voeux. Je veux que le gouvernement, comme le président de la République l'a dit, prenne ses responsabilités pour que la paix soit rétablie. Au candidat président de la République, je vois chaque candidat président de la République nous présenter son offre politique. J'attends celle de Mouzito, j'ai vu de Sisanga, j'ai vu de Matata, j'ai vu Katumbi présenter, je pense que vous avez présenté, Moutamba, Joël Billet, Ifoko, je pense que tous ces candidats, même de Tshisekedi, je suivrai de près. Si Tshisekedi a les meilleurs, moi je suis journaliste, si Tshisekedi Mouabouya a les meilleurs de l'offre politique, merci, je voterai pour Tshisekedi. Merci. Alors, mais on doit encore attendre de voir ces programmes pour les voter, comme on dit en anglais, wait and see. Alors, pour finir, ici j'interpelle la population, nous sommes à quelques jours de la campagne, encore qu'on ait encore ces élections. Parce que cadre de concertation, là, tout. Vous croyez? Kadima vous a dit là-bas, il lui faut 300 millions. Non, il a rassuré aujourd'hui que toutes les machines sont déjà déployées dans les différentes antennes de la non, CI. alors les 19 000 latins. Non, c'est très important. Non, je suis PCA. Peter m'a écrit. Peter m'a écrit, me donne 5 minutes. Comme toujours. Oui, Peter m'a écrit, me donne 5 minutes. Je suis PCA de perfect. C'est très important. Vous savez ce que Kadima a dit au cadre des concertations, c'est ni président de la République. D'après certains candidats qui m'ont livré l'information, Kadima aurait dit que si on coule, il faut couler, on va couler ensemble. Ça dit beaucoup. Ça, vous le savez? Il a rappelé aujourd'hui. Ça, vous le savez? Kadima ne peut pas dire au candidat président de la République, si on coule, on coulera ensemble. Non. Il va couler seul le gouvernement. Parce que l'argent qu'il reçoit, les 800 millions qu'il a reçu, qu'il a prétendu recevoir, soit qu'il a reçu du gouvernement, c'est pas Fallu qui lui a donné ça. C'est pas Mukwege, c'est pas Katumbi, c'est pas Sisanga, c'est pas Matata, c'est pas Mouzito, c'est pas Ifoko, c'est pas Moutamba, c'est pas Joël Billet. C'est reçu du gouvernement.
décontrôler le Congolais. S'il doit couler, il doit couler avec les régimes. Et pourquoi dire ça dans ces cas de concertation? Si on doit couler ensemble, ça suffit quoi? Et puis ces cas de concertation, là, vous pensez que c'est vraiment un cas de concertation pour parler processus électoral. Déjà que les présidents de la République viennent dans ces cas de concertation. Vous ne comprenez pas ça en termes de communication. C'est pour vous dire que non, moi-même, je m'assouplis, je m'humilie. Non, je chute. Je m'humilie, je m'assouplis. On peut parler entre Congolais. Et quand il sort, le président, il t'apporte Fayoulou, ici, il t'apporte Matata, il t'apporte un peu Diongo. Vous ne comprenez pas ça. Ils ont parlé entre eux. C'est ça qu'on a parlé avec le président de la République. Ils ont parlé entre eux comme fils du pays, je suis d'accord. Mais sur le plan communicationnel, sur le plan de la sémantique, sur le plan sémiologique, très bien. Vous comprenez que ça vous donne déjà un cadre de discussion. Ou pour vous dire que s'il y a un problème, levez l'option ensemble. Merci. Quand il m'a dit, il a dit au cas de consultation, il attend 19 000 machines qui doivent arriver. Il vous avait dit ici que les machines devaient arriver au mois d'octobre. Ces machines ne sont jamais arrivées. Il attend, écoutez, c'est très important. Quand il m'a dit au code de consultation, il attend 300 millions du gouvernement. Mon cher ami, nous sommes à un mois des élections. 300 millions du gouvernement. Et j'apprends ici, certains candidats ici, certains députés, candidats députés, chefs de gouvernement politique, ont dû stopper certains financements liés à la campagne. Ça, vous ne le savez pas. Allez, l'émission donc, est terminée. on peut arriver avant le 20 décembre et qu'on nous présente un autre schéma. Ça peut arriver. Je n'exclus pas ça. Ça peut arriver. D'où, vous voyez, ces cadres de concertation et le président de la République est venu comme... Vous voyez Tshisekedi venu comme candidat. Non. Il est venu avec plusieurs casquettes. D'abord candidat. D'abord président de la République. D'abord pour vous dire que je suis là, nous sommes des frères, on peut parler. On ne peut pas brûler les pays. S'il y a un problème, nous sommes des Congolais, on peut discuter. Mais comme républicain, oui, pas 30 secondes, comme républicain, comme légaliste, nous voulons ces élections dans les délais constitutionnels. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On a terminé l'émission. Emmanuel, cette fois, c'est moi qui te demande juste 30 secondes, s'il te plaît, votre indulgence. Il y a ma grande sœur qui fête son anniversaire aujourd'hui depuis les États-Unis. Elle vous suit d'ailleurs beaucoup. C'est vrai? Et elle serait très heureuse de recevoir un petit message de votre part. Elle s'appelle comment? Judith Itoma. Judith Itoma. Excusez-moi. Elle sera plutôt très heureuse de recevoir un message venant du très pertinent Yves Bouya. Madame Judith Itoma, en ces jours où vous avez vu les jours, en cette date du 15 novembre d'une certaine année, je ne peux que vous souhaiter, Madame Judith Itoma, que du bonheur. D'où vous êtes, depuis les États-Unis. Vous avez quitté les pays pour des circonstances que j'ignore, mais je vous connais, je vous ressens en parfaite santé. Très bien. Je ne peux vous que souhaiter que Madame Judith Itoma, la grande sœur à mon frère Hervé Itoma, paix, bonheur, longévité, prospérité, que le bon Dieu qui a fait en sorte que vous puissiez souffler une bougie de plus dans votre vie, qui vous donne toujours cette bougie de plus dans votre vie. Merci beaucoup. Très longue vie en vous, que Dieu vous bénisse, vous, votre famille, votre travail, allez de l'avant, comme disent les Espagnols, Madame Judith Itoma, vamos. Grand merci à vous, Yves Bouya, pour ces messages. C'est moi qui vous remercie. Et grand merci à toute l'équipe technique, le maestro Emmanuel Mwamba, Belgodor Mutombo, Louison Kiassi, qui n'a fait que déposer les caméras et puis partir je ne sais où. À toutes et à tous, merci de votre sympathique attention. On se retrouve très prochainement. Au revoir.